Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Karine Grandval, influenceuse beauté et lifestyle. Adolescente, Karine a dû supporter un épisode d'acné sévère et a mis du temps à se réconcilier avec sa peau. Cette période inconfortable l'a conduite plus tard à s'intéresser aux crèmes, puis à la médecine esthétique. Elle teste régulièrement des traitements, certains parce qu'elle aime décrypter les nouveautés, d'autres pour se sentir bien dans son âge, certainement pas pour faire plus jeune. Micro. Bonjour Karine, je suis ravie de vous rejoindre pour enregistrer cet épisode. Vous êtes influenceuse beauté, très intéressée par la médecine esthétique. D'ailleurs, vous y recourez régulièrement. Vous pouvez nous préciser votre parcours et nous dire ce qui anime cette curiosité pour tout ce qui touche à l'apparence physique? Alors moi j'ai été dans une première partie de ma vie journaliste et aussi journaliste beauté. Après j'ai été psychothérapeute, j'ai repris une formation de psychothérapie et j'ai officié pendant presque 10 ans dans une émission qui s'appelle Confessions intimes où on venait en aide aux gens qui avaient des petits soucis chez eux. Et en fait j'ai toujours été intéressée par la beauté. J'ai une maman qui a toujours pris soin d'elle, qui était hôtesse de l'air et à qui on avait appris très vite les bons gestes parce qu'à l'époque c'est ce qu'on faisait, on leur apprenait à se démaquiller, à hydrater la peau. Donc j'ai toujours été sensibilisée à ça et moi j'ai eu des gros soucis d'acné quand j'étais adolescente et donc j'ai dû prendre très rapidement en charge ma peau de différentes manières. J'ai eu un peeling au phénol à 16 ans qui est quelque chose quand même d'assez costaud parce que ma maman voulait pas que j'ai de cicatrices d'acné. Bah, non seulement c'était costaud mais c'était il y a un moment il y avait peut-être pas d'autres types de peeling. Non, il y avait pas encore les lasers abrasifs, ablatifs comme on fait aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai toujours été un peu en conflit avec ma peau, ça a jamais été vraiment une histoire d'amour. Et quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2018, j'ai eu envie de parler de tout ce qui m'intéressait, donc ça allait de la mode au développement personnel, en passant aussi par la beauté et la médecine esthétique. Et en fait, je commençais à m'interroger sur la médecine esthétique sans y avoir vraiment eu beaucoup recours, à part un petit peu de botox, quelques petites choses. Et surtout, je ne trouvais pas les réponses aux questions que je me posais moi. Donc, je me suis dit, je vais aller au contact des médecins et je vais récupérer pour moi, très égoïstement, les informations et je pourrais comme ça les transmettre aux gens que ça pourrait éventuellement intéresser. Donc, c'est comme ça que tout est parti. D'accord. Et alors, vous êtes sensible à votre apparence physique et à l'image, donc vous l'avez un petit peu évoqué, que vous souhaitez donner aux autres depuis longtemps, depuis justement que votre mère vous a transmis un certain nombre de... Alors, moi, j'ai eu un sentiment pendant longtemps d'être un peu le vilain petit canard. Enfin, je me sentais pas très bien dans ma peau, je me trouvais pas très jolie. Et c'est vrai que ça a été un long parcours, un long cheminement, un petit peu compliqué. D'ailleurs, je vais avoir 51 ans dans 2 jours. Je me suis jamais sentie aussi bien dans mes baskets qu'aujourd'hui. Donc, comme quoi, tout arrive. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu une peau aussi bien que ce que j'ai aujourd'hui. Alors j'en prends soin, je fais plein de choses. Alors l'apparence physique, c'est pas vraiment le fait d'être pimpée, d'être tout le temps ou maquillée ou sur mon 31 parce que sur mes contenus Instagram et YouTube, j'ai aucun souci à me montrer démaquillée ou en train de me démaquiller, en train de faire mes routines. Donc c'est pas un besoin de perfection, c'est un besoin d'acceptation de soi et d'apprendre à peut-être gommer un peu les complexes qu'on peut avoir avec aujourd'hui tout ce qu'on peut avoir à portée de main pour pouvoir le faire. Et donc, beaucoup de complexes, vous vouliez dire, quand vous étiez jeune ? J'ai eu des complexes, par rapport à ma peau. En fait, c'est ça. La peau, c'est la première chose de nous qu'on présente au monde. Et c'est vrai que quand on n'aime pas sa peau, c'est compliqué. Et je voudrais qu'aujourd'hui, tout le monde puisse trouver des moyens de se réconcilier avec sa peau comme j'ai réussi à le faire moi. Ça a duré longtemps, l'acné, parce que c'est vrai, quand on est ado, c'est hyper compliqué. Alors, ça n'a pas forcément duré très longtemps, mais moi, j'ai eu l'impression que ça a duré 1000 ans. Donc, mais ça a duré peut-être 2 ans, mais 2 ans, c'est très très long. Parce que c'est très long parce qu'en fait, c'est l'époque où a commencé à arriver le Roaccutane. Cette période d'acné a duré pendant à peu près 2 ans, mais c'était une période où on n'avait pas grand-chose encore pour soigner l'acné. Et un jour, ma dermato m'a parlé du Roaccutane, cette fameuse vitamine A. Et je pense que j'ai peut-être été une des premières à avoir un traitement de la sorte, en tout cas à Paris. Et j'ai été traitée par Roaccutane et effectivement, ça a été extrêmement efficace. Donc déjà, on a eu un vrai mieux, une amélioration. Mais c'est vrai qu'après, j'avais quelques cicatrices que moi je trouvais très visibles
enfin visible en tout cas. Oui. Et donc, quand vraiment l'épisode d'acné était totalement terminé, 1 an après, ma dermato m'a proposé cette solution de peeling au phénol, puisqu'il n'y avait pas encore de laser, comme on disait à l'époque. Et j'ai dit OK. Et donc, mais ça se passait en hôpital. Enfin, c'était quelque chose d'assez costaud. Hein. À l'époque, oui, parce que c'était, on était sous surveillance cardiaque, non? On est sous surveillance cardiaque, en effet, parce que c'est un traitement qui est assez costaud. Ça se faisait sur 2 jours. Donc, 2 matins de suite, je suis allée à l'hôpital où on appliquait donc, cette espèce d'acide qui brûle la peau. Hein, on va pas, voilà. Et on était un peu sous tranquillisant quand même, parce que c'est un peu douloureux, ça brûle. Et après, je suis allée m'enfermer à la campagne pendant 15 jours. Ça tombait bien, c'était les vacances de Pâques. Et là, j'ai toute la peau qui a gonflé et ça partait en morceaux comme des chips. Ah oui. Et en fait, ça a été une espèce de mue. Et après, je me suis retrouvée avec une peau beaucoup plus jolie et ça a commencé à aller mieux. Mais par contre, vous ne pouvez plus vraiment aller au soleil. Alors, j'ai toujours mis de la crème solaire de toute façon, mais ça a été, oui, pendant les mois qui ont suivi, faire vraiment attention. Mais après, j'ai repris une vie à peu près normale. Je ne mettais pas, comme on le fait aujourd'hui, de la crème solaire tous les jours. Et quand je partais en vacances, ça ne m'empêchait pas de me mettre quand même un petit peu au soleil. À l'époque, vous avez cherché à masquer vos boutons ou vous étiez plutôt, vous essayiez de les assumer ou comment ça c'est vraiment... Quand on a 13 ans, c'est un peu compliqué d'assumer. Donc j'ai essayé un petit peu de masquer, mais pareil, il n'y avait pas non plus grand-chose à part du fond de teint. Enfin, puis à 13 ans, on ne se maquille pas forcément. Donc en fait, on se traîne son acné, on fait avec. Oui. Et on attend qu'il y ait une solution miracle qui arrive et qui nous sorte de ça. Mais bon, moi j'avais la totale, j'avais l'acné, l'appareil dentaire. Enfin, c'était pas vraiment la meilleure période de ma vie. Ouais, c'est clair. Et alors, qu'est-ce qui vous a aidé à vous réconcilier avec votre peau? Alors, quand on s'est eu au téléphone pour préparer ce rendez-vous, vous m'avez dit, je suis un petit peu tombée dans la marmite skincare. Je suppose peut-être pas si jeune, donc qu'est-ce qui... En fait... J'ai toujours pris soin de ma peau parce que effectivement j'avais donc ma maman qui m'a toujours dit on met de la crème solaire, fais attention au soleil. Elle s'est très peu mise au soleil aussi. Donc je testais, je lui piquais ses crèmes, j'essayais des choses. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, mais sans jusqu'à il y a quelques années être vraiment attentive. Et de toute façon on n'en parlait pas tellement des actifs. En fait on achetait des crèmes hydratantes, on achetait des crèmes qu'on appelle aujourd'hui anti-âge ou ce genre de choses, mais on savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans et à quoi ça servait. C'était assez basique. Et en fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'avais des rendez-vous avec ma dermato de temps en temps, des trucs de routine pour contrôler les grains de beauté. Et ma dermato me dit, mais tu devrais essayer les produits, un peu une des marques chouchou des dermatologues qui s'appelle Neostrata. Et donc elle m'a dit, essaye ça, tu vas voir, ça va être incroyable. Et j'essaye cette première... lotion, qui est une sorte de lait sur ma peau, et au début je me dis pendant 15 jours mais c'est horrible, en fait j'ai une peau qui est terne avec j'ai de temps en temps un bouton qui ressort, donc j'ai arrêté, mais je ne savais pas en fait de quoi était composée cette crème. Et quelques mois plus tard je suis tombée sur un article qui expliquait les vertus justement de l'acide glycolique, des AHA, de ce genre de choses, et j'ai compris qu'en fait il fallait utiliser cette crème pendant plusieurs semaines et qu'on avait une phase un peu de purge de peau moche avant d'avoir justement les effets bénéfiques. Donc j'ai recommencé à utiliser cette fameuse crème et d'un coup ma peau est devenue beaucoup plus belle qu'elle n'a jamais été, et j'ai commencé à faire une vidéo sur ce produit de manière totalement spontanée, et ça a été un engouement incroyable que ni moi ni la marque, je ne connaissais pas du tout la marque, on n'était pas du tout en contact, et du coup voilà, la marque est venue vers moi et j'ai commencé à m'intéresser vraiment à ce qu'il y avait dans les produits et à essayer surtout de comprendre quels actifs avaient quel effet sur quoi, parce que tout ça c'est un peu comme des recettes de cuisine. Moi qui n'étais pas du tout scientifique, qui était très littéraire, d'un coup je me suis passionnée pour la littérature scientifique sur les actifs, sur les produits, et c'est comme ça que tout a démarré. Et vous pensez que c'est cet épisode donc d'acné à l'adolescence qui a pu vous rendre particulièrement sensible au regard des autres? Je suis pas tellement sensible au regard des autres. En fait, c'est surtout le regard que moi je vais poser sur moi. Le regard des autres, qui plus est à bientôt 51 ans, franchement, j'incite tout le monde à s'en détacher au maximum. Mais je suis sensible à... pas au reflet que je vais avoir de moi dans le miroir, si je me trouve jolie ou pas, mais à l'énergie que ça va me donner et au ressenti que je vais avoir. C'est essayer d'avoir une peau mais c'est pas que le physique, c'est une attitude générale qui va être en corrélation avec l'énergie que j'ai, avec les envies
que j'ai. Voilà, il faut que tout ça soit lié. C'est pas qu'une question de skincare, c'est une question de bien-être, c'est une question même de psychologie, c'est une question de tout dans sa globalité. En fait, c'est un ensemble de choses. Ça va être les interactions que je vais avoir avec les gens, ça va être la météo, enfin voilà, toutes ces petites choses, mais un peu comme tout le monde, hein, rien de bien différent. Mais en tout cas, c'est pas le regard des autres qui m'importe, pas du tout. C'est pas si évident. Je pense parce qu'on est quand même très soumis dans notre société et aux injonctions et à se dire qu'il faut présenter de telle ou telle façon en fonction de son âge. Il y a quand même pas mal de dictats, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Donc non, c'est peut-être pas si simple. Non, mais je comprends parce que j'échange beaucoup avec pas mal de femmes de ma communauté et je sais que ces injonctions et que le regard des autres, c'est quelque chose qui a encore beaucoup de poids et qui fait encore souffrir beaucoup de monde. Moi, j'essaye de militer pour justement que toutes ces dictates, que toutes ces injonctions n'existe plus, c'est très utopique, mais en tout cas fasse moins souffrir les gens et qu'on essaye de s'en détacher au maximum. Je trouve qu'aujourd'hui beaucoup de choses deviennent très anxiogènes avec toutes ces injonctions aujourd'hui de il faut manger comme ci, même au skincare il faut utiliser ci, il faut utiliser ça. C'est source de stress pour beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas faire les choses correctement. Et je voudrais vraiment que les gens comprennent qu'il n'y a pas une méthode et il y a surtout sa propre méthode. Moi, c'est ce que j'essaie de distiller sur mes réseaux, c'est je vous donne des informations sur ce qui marche pour telle chose, qui peut être intéressant, et après vous faites votre tambouille. Et si vous avez envie juste de nettoyer votre visage et de mettre une crème hydratante, c'est tout à fait ok. En fait, il faut arrêter de stresser les gens avec ce genre de choses. Il faut que chacun fasse comme il a envie. Alors donc votre premier traitement esthétique finalement, c'était ce fameux peeling au phénol. Et qu'est-ce qui vous a conduit finalement à faire le premier traitement esthétique, peut-être qu'il ne soit pas... Alors, ma première approche avec réellement l'esthétique, j'ai fait une opération, une rhinoplastie, en 2009. Je l'ai fait assez tardivement. En fait, j'avais une bosse sur le nez qui m'a toujours gênée sur les photos. J'étais pas fan de mon nez. Quand j'avais 20 ans, j'avais failli me faire opérer et puis j'avais 2 copines qui l'avaient fait avec des résultats qui étaient absolument atroces. Donc je m'étais dit non, je ne le fais pas. Et puis quand on est à la télé toutes les semaines et qu'on vous filme de profil, il y a un moment donné où on se dit oh là là, il faut que je fasse quelque chose tant qu'il est encore temps. Et que voilà, et ça m'a pris un peu comme ça du jour au lendemain. Et je me rappelle, j'ai dit à mon mari, on était au mois de mai, j'ai dit alors là je t'explique, là je vais me faire opérer du nez avant l'été. Et effectivement au mois de juin je me faisais opérer. Donc voilà, ça a été d'ailleurs ma seule opération de chirurgie esthétique. Je n'ai jamais rien fait d'autre, mais ça a été une expérience très intéressante, je trouve, dans le regard qu'on porte sur soi, parce que je trouve que j'ai mis des années à comprendre que mon nez n'était plus le même. Enfin, j'avais toujours cette petite surprise dans le miroir de me dire, mais tiens, là j'ai cette tête-là. Vous aviez presque encore peut-être le complexe de la bosse qui n'était plus là, vous voulez dire quelque chose comme ça? En fait, je pense qu'avant qu'on intègre un changement comme celui-ci, il faut beaucoup de temps psychologiquement et il faut apprendre à se regarder, poser un regard plus bienveillant sur soi. Et j'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante. Parce que, en fait, vous n'étiez pas sûre d'être satisfaite du résultat les premiers temps? Alors, je suis pas hyper satisfaite du résultat, pour être tout à fait honnête, mais en fait, c'est pas un problème, parce que je suis pas forcément complètement satisfaite du résultat, mais je préfère ce nez-là que le nez numéro 1, comme on dit. Donc, je reste, comme je dis, avec mon nez Ikea, avec ses défauts, mais qui me correspond plus que le nez précédent. Et je suis pas dans une surenchère de me dire, je cherche pas la perfection, j'aurais pu me refaire réopérer encore par-dessus, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, le mieux est l'ennemi du bien, c'est déjà, ça tient la route comme ça, on va s'arrêter là. Je suis pas du tout dans une quête de perfection, de contrôle fric, de quoi que ce soit. Si je peux améliorer un peu les choses et que ça me convient comme ça, même si c'est pas parfait, c'est très bien. Et donc la médecine esthétique, c'est venu après cette intervention de rhinoplastie? La médecine esthétique, oui, c'est venu après. Alors moi, j'ai une ride du lion qui est un peu marquée. Et à l'époque, j'avais une copine qui travaillait dans un laboratoire d'injectables. Et on était en vacances ensemble. Et elle me dit, bah écoute, si tu veux, je te mets en lien avec un des médecins avec qui on travaille. Et va le voir et puis tu verras ce qu'il te dira. Et le médecin m'a dit, bah je vous fais une petite injection de Botox. Et j'ai trouvé que d'un coup, j'avais l'air moins sévère. Et je trouvais ça chouette. Alors après, je le faisais une fois par an. Je voulais pas être dans une surenchère. J'avais 36
36 ans, 37 ans. Oui. Ouais, 36 ans dans ces eaux-là, ouais. Et donc j'ai commencé vraiment que par ça au départ. Et puis j'ai fait une petite injection aussi 2 ans après dans les sillons nasogéniens, mais j'ai pas été très satisfaite du résultat parce que maintenant d'ailleurs on n'injecte plus du tout dans les sillons. Mais bon, c'est bien parce que j'aime bien expérimenter les choses et voir avec le recul. On a la chance que ces choses-là soient résorbables. Donc, me dire, bon, bah, finalement, ça, avec le recul, je referai pas, je ferai différemment. Donc, ça me permet de pouvoir jauger et de pouvoir, en tout cas, partager mon expérience avec des gens qui ont envie de sauter le pas, mais qui savent pas comment ça va se passer, qui savent pas quoi en attendre. Donc, moi, je suis pas du tout médecin et je me revendique surtout pas en tant que telle. Mais en revanche, je trouve ça toujours intéressant de partager des expériences et que les gens, après, en fassent ce qu'ils veulent. Ça veut dire que vous n'allez faire des traitements que quand il y a une nouveauté à tester ou quand on vous en parle ou quand... Pas pour vous vraiment? Alors, il y a un peu les deux. Alors oui, les petites injections de toxine botulique, je le fais 2 fois par an parce que moi qui ai le front qui se ride un peu facilement parce que je suis hyper expressive, je trouve que c'est un truc voilà, qui est un peu rentré dans les mœurs et qui est récurrent chez moi. Après, c'est vrai que la médecine esthétique se développe tellement aujourd'hui. J'ai la chance en plus d'être invitée sur les congrès, de rencontrer les laboratoires, d'échanger avec beaucoup de médecins. Je suis en lien avec beaucoup de médecins. Donc, les choses évoluent très vite. On est passé d'une médecine esthétique qui était très correctrice, avec tous les défauts qu'on a pu voir par le passé, à aujourd'hui une médecine esthétique qui est beaucoup plus régénératrice et qui tend de plus en plus vers ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, on ne traite plus les choses de la même manière qu'on le faisait il y a encore 3 ans ou 4 ans, ou même simplement 2 ans. Aujourd'hui, en fait, on s'est un peu détaché du côté rides. On cherche surtout à avoir de l'éclat, à avoir un joli glow, une jolie peau. Et moi, je milite vraiment pour ça. Les rides, moi, je cherche pas à faire plus jeune que mon âge. J'assume totalement mon âge. C'est pas du tout un problème. Avec d'ailleurs tout ce qui va avec, le relâchement cutané, voilà, c'est comme ça. On peut pas, on peut pas. Enfin, on peut faire des petites choses qui vont faire des petites améliorations. Vous avez aussi testé des techniques sur le corps? Oui, je raffermissement, parce que justement, ça est toujours là où ça pêche un peu, parce qu'il y a plein de machines, ok, mais bon, soit c'est très coûteux, les surfaces sont plus grandes. Mais c'est un peu le problème du corps. Voilà. Il n'y a pas encore. Alors là, il y a des choses qui se développent avec les inducteurs collagéniques que je vais certainement tester incessamment sous peu pour ce que j'appelle mes petites rides du genou. Je me dis, bah, si on peut éventuellement améliorer un peu ça, pourquoi pas, allons-y. Donc oui, j'essaye de tester aussi des choses sur le corps parce que je pense que avoir un visage nickel, parfait et après tout le reste qui colle pas du tout, ça fait un peu photomontage parfois sur certaines personnes. Donc voilà, mais voilà, c'est une chose un peu dans sa globalité. J'allais dire, est-ce que parfois c'est pas un peu risqué aussi, parce que quand on essaie du coup, on paye pas le prix, ou soit on le paye pas du tout, soit on paye moins cher et tout. Du coup, il n'y a pas ce frein-là. Et est-ce qu'on risque pas un jour, vous avez pas peur un jour de faire un traitement, comme on dit, le geste de trop, qui va, alors c'est plutôt sur le visage d'ailleurs, parce que sur le corps ça transforme pas à ce point-là, mais vous dites pas, ouais, attention, il faut que je fasse attention, peut-être pour pas ne pas me retrouver moi aussi. Alors c'est une vraie question. Honnêtement, c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, on est moins dans ce genre de choses qu'on a pu l'être par le passé, où on injectait beaucoup d'acide hyaluronique qui transformait les volumes et qui transformait les visages, où on n'avait plus les expressions, on n'avait plus... on retrouvait quelquefois pas les personnes. On se disait, mais qu'est-ce qu'elle a changé? Mais ce qui pouvait être le cas aussi avec de la chirurgie esthétique, des blépharoplasties un peu trop costauds, et on se retrouvait avec les yeux ronds. Enfin, on perdait les expressions qu'on avait. Aujourd'hui, ce que je trouve chouette avec la médecine esthétique, c'est qu'on a des nouvelles techniques qui permettent... sans modifier les volumes, tout ce qui est biostimulateur, inducteur collagénique, qu'on va injecter et qui vont recréer notre propre collagène, donc redensifier la peau et permettre de récupérer un petit peu quelques années en arrière de ce qu'on était, et c'est assez intéressant. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a un peu moins ce genre de risque parce qu'on est plus aussi sur des traitements sur la qualité de la peau. Ça va être des lasers, ça va être de la radiofréquence, ça va être des micro-needling, des peelings, ce genre de choses. Et du coup, on a moins ce risque-là. Vous pensez qu'il y a moins le risque de ce qu'appelait, j'avais interviewé dans le podcast un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle David Le Breton et qui a écrit un essai sur le visage. Et effectivement, le visage, c'est notre identité aussi. Et c'est vrai. Et lui, il était tout à fait, comment dire, bienveillant à l'égard des techniques, de toutes les techniques, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et il disait jusqu'au moment où parfois il peut y avoir le risque de standardisation, ou, vous voyez, de perdre
sa personnalité finalement. Moi, je le remarque beaucoup chez les plus jeunes, chez les très jeunes filles qui, je trouve, ont beaucoup le même visage, la même bouche, les mêmes cils. Alors, pourquoi pas? Je pense qu'il y a aussi un phénomène de mode qui est certainement aussi induit par les réseaux sociaux, par une imagerie qui est dans un inconscient collectif. Mais oui, il y a toujours le risque du geste de trop. Après, c'est vrai que moi, j'essaye de rester un peu dans les clous. Je sais pas si j'y arrive, mais de rester un peu dans les clous pour pas que ça transforme les choses et vraiment d'être dans une amélioration de la qualité de la peau, de la texture, de l'uniformité, des tâches plus sur ce genre de choses-là. Mais après, ce qui m'empêche pas, pour être tout à fait transparente, moi, par exemple, j'ai une asymétrie entre la lèvre supérieure au départ et la lèvre inférieure. J'ai une lèvre supérieure qui est plus fine que la lèvre inférieure. Je l'ai un petit peu corrigée parce que je trouvais que c'était plus esthétique comme ça. C'est mon goût, c'est peut-être pas le goût de tout le monde et je le comprends tout à fait. Mais moi, je me sens mieux comme ça, ce qui ne veut pas dire que j'ai envie de me retrouver avec une bouche avec une bouche énorme, mais en tout cas de corriger des choses, des petits complexes, des petites choses qu'on peut avoir. Je trouve que ça peut être intéressant. Il y a des choses aussi aujourd'hui, par exemple, quand on a un problème un peu de sillon nasogénien, de relâchement cutané, avant où on injectait dans le sillon, aujourd'hui on injecte dans les tempes. Et dans les tempes, en fait, ça permet de remplir un peu et de donner tout de suite meilleure mine. Et on ne sait pas, les gens ne savent pas vraiment ce que vous avez fait, mais ça a un effet coup de frais. Donc, moi, j'aime bien ce genre de choses un peu discrètes, un peu plus méconnues, mais qui ont un petit effet waouh qu'on aime bien. Et est-ce que c'est aussi dans l'idée de ne pas recourir à nouveau à la chirurgie esthétique? Parce que, en fait, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aujourd'hui, en entretenant bien sa peau, avec tous les traitements dont on a parlé, qu'on a évoqués, c'est-à-dire effectivement des traitements qui sont sur on va booster nos petites cellules de collagène et d'élastine, on s'occupe du teint pour avoir bonne mine et tout. Et on dit qu'effectivement, en faisant ça, on retarde un petit peu, voire on évite le bistouri. Est-ce que vous n'auriez pas envie à terme, parce qu'il y a deux écoles, il y a de nouveau une tendance là à dire pas du tout d'injection, mais quand j'aurai besoin je ferai un mini lifting. J'entendais quelqu'un qui disait ça assez récemment. Donc il y a les deux écoles. Vous êtes plutôt école médecine esthétique ou vous verrez après tout Alors moi je m'interdis rien du tout. Honnêtement, je pense que si un jour tout se casse la gueule, je serais extrêmement contente de pouvoir faire un lifting, soyons très honnêtes. J'ai vu des très beaux résultats sur des copines à moi, donc j'ai zéro souci avec ça. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait et je me dis, justement... vous êtes jeune aussi. Oui, mais bon, moi je connais, j'ai des copines qui l'ont fait plus jeunes, sans aucun problème. À 45 ans. Exactement. Mais je me dis que tant que je ne l'ai pas fait, ça me permet de voir vraiment ce qui marche ou pas en médecine esthétique. Parce qu'une fois que je l'ai fait, voilà. Après, sur ce que vous disiez, je pense qu'effectivement, il y a deux écoles. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les deux écoles se rejoignent pour échanger avec pas mal de médecins et de chirurgiens esthétiques. Justement, beaucoup me disent aujourd'hui que le fait d'entretenir sa peau avec des lasers, enfin avec des techniques qui vont rebooster la production de collagène, qui vont entretenir les tissus, on a aujourd'hui des liftings qui tiennent beaucoup mieux et qui sont beaucoup plus efficaces. C'est de l'entretien en fait. Ce qu'il faut surtout, c'est, je pense, ne pas attendre que ce soit la cata. Alors quand c'est la cata, effectivement, c'est le lifting direct, mais qui tiendra peut-être un peu moins bien si on n'a pas entretenu correctement. C'est toujours plus simple, d'après ce que me disent les médecins, d'intervenir sur des petites choses quand là, il n'y a pas encore une cassure dans la peau, une ride profonde. On arrive beaucoup plus à limiter les dégâts que quelqu'un qui dirait je vais attendre que ce soit vraiment la cata pour y aller, ou là c'est beaucoup plus compliqué à prendre en charge. Oui, c'est sûr. Et alors, comme vous aimez tester un certain nombre de techniques et tout ça, votre mari, ça lui fait pas peur parfois? Il vous dit pas oh là là, au secours, qu'est-ce que tu vas faire encore? Alors pas vraiment, qu'est-ce que tu vas faire encore? Je sais que quand je me suis fait opérer du nez, il m'a dit ah non mais il en est pas question, t'es très bien comme ça, c'est comme ça que je t'ai connue. Et bon, comme je suis un peu têtue, j'ai fait un peu comme j'avais envie de faire, donc je l'ai fait quand même. Et il m'a dit bon, t'as bien fait, c'est bien comme ça. Après, j'ai un épisode un peu drôle que je pourrais raconter, c'est que la première fois que je fais une injection dans les lèvres pour rééquilibrer, en fait j'ai fait ce qui arrive dans 2 cas sur 3, j'ai fait un œdème. Et en fait j'étais assise sur le canapé et mon mari était assis par terre et je sentais que ça chauffait, que ça gonflait. Et au lieu de me lever et d'aller me regarder dans le miroir, je dis mais il n'y a pas un truc bizarre? Et j'avais une bouche de babouin qui avait gonflé. Et là il a hurlé, il m'a dit hey, y en a marre de tes conneries, non faut arrêter et tout. Et en fait ça m'a fait rire parce que mon médecin m'avait dit t'as de fortes chances d'avoir ça, et si c'est le cas appelle-moi demain, je te fais une petite ordonnance. Ça a dégonflé dans les 24 heures et tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a ça, sauf que maintenant lui il y vient.
un petit peu aussi, parce qu'il est Alors, un il peu fait plus quoi âgé. Et ben, il vient de faire des inducteurs collagéniques. D'accord. Et il a fait les tempes. Comme il est chanteur, il a envie de s'entretenir un petit peu. Donc il fait pas grand-chose. Mais il a fait ça parce que pour améliorer la qualité de la peau, lutter un petit peu contre le relâchement et redonner un petit coup de frais. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand il en a parlé sur ses réseaux sociaux, tous ses copains lui disaient, mais on veut le faire aussi. Ah oui. Donc je pense qu'il y a un truc qui se... Oui, parce que c'est encore plus tabou pour les Complètement. hommes que... Et il a fait une greffe de cheveux. Oui, ça Voilà. c'est assez fréquent. Et vous, il y a un truc que vous n'aimeriez pas qu'il fasse, par exemple, même si lui, il suivra ce qu'il veut, comme vous l'avez fait. Ah ouais, mais- les lèvres, je trouve que sur les hommes, c'est tout de suite très moche. Trop de botox, ça fige aussi beaucoup, je trouve, les expressions et le regard. Donc ça, on s'est dit que non. Parce qu'au début, il me disait, ah oui, les lèvres, ça pourrait être sympa, parce qu'il avait des lèvres plus charnues avant. Et je lui dis, non, ça tu fais pas, merci, au revoir. On oublie ça tout de suite. Mais sinon, après, chacun fait un peu comme il veut. Oui. Moi, je suis chacun dispose de son corps. Oui, C'est quand même, important. C'est quand même l'idée. Mais j'imagine que vous avez aussi une routine skincare, ça on l'a évoqué. Mais Les est-ce que beauty vous avez bien devices. aussi voilà, les beauty J'ai devices. tous les beauty devices. Ah oui, il faut une pièce entière. C'est ça. Il faudrait que je déménage. Mais là aussi, c'est parce que vous aimez tester. Mais concrètement, une journée n'a que 24 heures. Donc, vous utilisez régulièrement quel type de home device? Alors, home device, c'est vrai que j'ai mon masque LED que je fais régulièrement le soir, qui en plus, je trouve, a des effets très bénéfiques sur le sommeil. Donc ça, c'est intéressant, ça détend. J'ai mon petit Light in Derm, que j'adore et que j'utilise pareil, soit le matin, soit le soir, soit les deux. Ça, c'est 3 minutes dans sa salle de bain, ça se fait très bien. J'ai eu un gros coup de cœur depuis un moment pour les micro-courants. Donc un petit Zip Beauty que j'utilise pareil tous les matins, qui permet de dégonfler quand on se réveille un peu chiffonné le matin. De la radiofréquence une fois par semaine. Donc j'essaye d'étaler un petit peu tout ça, parce qu'effectivement les journées n'ont que 24 heures. Oui. Et ça prend du temps, même sur la semaine. Ouais, après, quand on a envie d'intégrer les choses, ça se fait. Moi, mon masque LED, je le fais quand je regarde une série le soir, quand je regarde quand je réponds à mes mails. Mon Light in Derm, c'est 3 minutes, je l'intègre dans ma routine du soir. Voilà, j'arrive à gérer ça, mais je trouve que c'est un vrai plus. Et en effet, en échangeant avec pas mal de médecins, ça prend bien le relais de la médecine esthétique, et que ça permet vraiment de faire perdurer les résultats et de c'est l'entretien. Exactement. Alors, certains spécialistes, que ce soit des psychologues ou voire des philosophes, estiment que rechercher, parce qu'en fait, quand on recourt à ces techniques, souvent, on y va pour être mieux, pour corriger des choses, mais il y a corriger les choses ou rechercher la meilleure version de soi-même, voire la perfection. Et ces spécialistes disent que là, pour le coup, quand on veut vraiment toujours améliorer, finalement, ça risque d'être déceptif, parce qu'on n'atteint jamais, puisqu'il y aura toujours quelque chose à améliorer. Vous n'avez pas l'impression d'être dans la recherche de la perfection. Vous avez l'air assez Alors moi, je suis pas du tout dans la recherche de la perfection, parce que je pense que personne n'est parfait, et surtout, je pense que la perfection, c'est extrêmement chiant. Oui. Voilà. Et je pense que il faut une singularité. C'est encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. En revanche, si on peut se regarder dans la glace le matin en se disant, ah bah tiens, j'ai l'air plus lumineuse, plus rayonnante, je trouve que ça fait du bien au moral. Que ce soit par du skincare, par des beauty devices, par autre chose, pour moi, tout ce qui fait du bien au moral est bon à prendre. Après, c'est différent selon chacune des personnes, et on n'a pas toutes le même rapport au vieillissement et à l'âge. On n'a pas toutes le même rapport à notre image. Il y a des personnes qui vont se sentir très bien avec les cheveux blancs. D'ailleurs, il y a plein de filles magnifiques avec des sublimes cheveux blancs, et je trouve ça extraordinaire. On vieillit pas tous de la même manière, selon l'ossature du visage, selon plein de choses. Il y a des personnes qui vont être très marquées très tôt, avec un air plus fatigué, plus sévère. Certaines de ces personnes, ça va leur poser absolument aucun problème, et d'autres, en fait, ça va leur envoyer une image qui n'est pas en adéquation avec leur personnalité, leur énergie et leur vie quotidienne. Et elles vont avoir peut-être envie de se redonner un coup de peps pour que ça corresponde plus. C'est vraiment à chacun de faire en fonction de son ressenti, de ses besoins. Enfin, c'est pas le travail principal. Oui, non, bien sûr. Alors du coup, pour vous, c'est toujours ludique de s'occuper de soi ainsi, ou est-ce que quand même parfois c'est contraignant? Il y a des jours comme ça où vous avez moins
moins envie de faire des choses ou des moments où finalement c'est le côté ludique prend le pas là-dessus? Alors, moi, j'ai un côté très ludique parce que j'adore tester tout un tas de choses. Je reçois plein de produits et je suis passionnée, donc j'adore. Mais oui, mais comme tout le monde, il y a des soirs où je suis en mode flemme. Oui. Et donc, mais ça arrive et c'est OK. Enfin, il n'y a pas de souci. Ou des matins. Et là, je vais me faire mon petit démaquillage et une crème hydratante et ça ira très bien. Je me mets pas du tout de pression par rapport à ça. On n'est pas dans une compétition, encore une fois, dans des injonctions de il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut faire ça si on a envie de le faire. Oui. Et si au moment où on le fait, on prend plaisir. Moi, ce que je trouve intéressant dans le fait d'avoir aujourd'hui ces routines skincare ou ces routines où on prend soin de soi, c'est que ça permet à plein de femmes qui ne prennent pas le temps de s'occuper d'elles, de se reconnecter à elles-mêmes. Et je pense que d'avoir cette petite bulle pour soi, moi j'assimile ça presque à de la méditation. C'est un moment de moi avec moi où je me recentre, où je me pose, même si ça dure que 3 minutes, mais c'est déjà ces 3 minutes-là, elles sont pour moi, et c'est un moment de bien-être. On a évoqué la fermeté tout à l'heure, ça joue quand même, non aussi d'avoir une activité physique, sans forcément que ce soit dans la performance. Tout à fait. Alors, j'en ai pas fait jusqu'à maintenant, pour être tout à fait honnête. J'ai la chance d'avoir un bon métabolisme, et surtout, je marche beaucoup parce que je conduis pas et je cavale toute la journée dans le métro. Mais en effet, ce relâchement, c'est en train de devenir un petit peu mou, tout ça. Il faut le dire, il faut se le dire, il faut le savoir, il faut l'assumer. Et le fait de travailler un petit peu sa masse musculaire, je pense que qui plus est à partir de la cinquantaine, c'est vraiment important. J'ai lu beaucoup d'études sur le sujet et en plus il y a un vrai lien entre la masse musculaire et les fonctions cognitives et on se maintient beaucoup mieux cognitivement parlant quand on a une masse musculaire qui travaille. Donc je pense que c'est important et ça fait partie de mes petites nouveautés de mon emploi du temps 2025. J'ai commencé un peu fin 2024 et ouais, j'ai découvert le Lagris, j'ai découvert le Pilates Reformer. J'ai beaucoup de mal parce que en fait, moi, ça m'ennuie très vite de faire du sport. Enfin, faut vraiment que je trouve un truc. Je déteste courir. Enfin. Et le Lagris pour les personnes qui connaissent pas? Alors le Lagris, ce sont des espèces de petites machines avec des résistances dessus, et on fait des mouvements qui sont très lents. Sur 7 temps, on descend très doucement, on remonte très doucement. C'est pas du tout violent. Il n'y a pas besoin de faire des positions. Moi, le yoga, je suis nulle. Voilà. Là, c'est hyper simple et à la fois, ça travaille tous les groupes musculaires en profondeur. Donc on fait vraiment du renforcement musculaire et ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi et je me suis dit tiens, ça c'est un truc qui me ressemble, qui me plaît et en plus on a des résultats hyper rapides. Moi qui suis pas la patience incarnée, ça me va très bien. Donc j'essaye de m'astreindre à 1 ou 2 séances par semaine et après j'essaye de faire des petits exercices à la maison, genre un peu d'aspiration de ventre là pour les abdos, un petit peu de fessiers, mais j'ai pas forcément le temps de le faire tous les matins pour être tout à fait honnête avec vous. Mais voilà, mais je pense que c'est important aussi de faire du sport pour prévenir le vieillissement, ça permet de se maintenir en forme aussi. Il faut bouger. Quelle que soit la manière de bouger son corps, il faut bouger son corps. Ça peut être faire le ménage, ça peut être tout un tas d'autres choses, faire du vélo, ce que vous voulez, mais c'est important de pas rester sédentaire. Ben oui, c'est sûr. Alors quand je vous ai appelé pour caler cet entretien, vous m'avez aussi dit que vous encouragez parfois votre entourage à faire des traitements. Vous me parliez de ma maman. Votre maman. Ma maman n'a jamais rien fait. Elle n'a pas fait de lifting. Elle a 82 ans. Elle est magnifique. Et elle découvre un petit peu par mon biais ces petites choses. Donc elle veut vraiment que tout reste le plus naturel possible. Mais elle a fait 2-3 petites choses, notamment toutes les rides péribuccales, et qui ont été injectées, mais comme de la dentelle, goutte par goutte, millimètre par millimètre, et elle est super contente parce que d'un coup, ça lui donne un coup de frais, un coup de peps. Alors, j'encourage pas, mais disons que quand quelqu'un de mon entourage a un complexe, une problématique qui l'ennuie vraiment, et que moi, je sais qu'il y a des choses qui peuvent être éventuellement intéressantes, je peux lui dire, voilà, tu sais qu'il existe ça. Et je trouve ça bien de me dire, au moins, je débroussaille un peu le terrain. Je crois qu'en France, il y a 15% de femmes, notamment, qui ont fait au moins un soin de médecine esthétique. Voilà, ce qui peut ne pas paraître énorme non plus. Et on a l'impression quand même, en France, que certaines personnes ont une réticence, qu'il y a quand même peut-être
un tabou qui subsiste autour de ces protocoles, de ces traitements, ou est-ce que vous, quand même, vous avez l'impression que les choses évoluent? Mais du coup, je trouve que c'est surtout quand on entend les gens parler de médecine esthétique autour des gens connus qu'on se dit « Ah oui, il y a peut-être encore quand même des résistances et un tabou sur… » Je pense qu'il y a encore un vrai jugement sur les femmes. Quand elles font rien, on dit elles se laissent aller. Quand elles font quelque chose, elles disent elle en a trop fait. Enfin, il y a un manque de bienveillance réel par rapport à ça, ce qui fait que je pense que des personnes qui auraient peut-être envie de faire des choses n'osent pas le faire. Des personnes qui le font n'osent pas le dire, et c'est un peu compliqué. Moi, j'évolue dans un milieu assez favorisé à Paris, où quand quelqu'un a envie de faire une petite chose, elle le fait. Mais j'ai beaucoup de gens sur mes réseaux sociaux, beaucoup d'abonnés qui sont en province. Et en province, quelquefois, le regard qu'on porte sur ce genre de choses n'est pas le même. Et je pense qu'il y a aussi, beaucoup de gens qui se disent j'aimerais bien, mais je ne vais pas passer le pas parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il y a aussi la barrière du prix, parce que la médecine esthétique… ça reste un coût. Mais voilà, je pense que si on avait un peu plus de bienveillance par rapport aux gens qui font des choses et aux gens qui n'en font pas, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde en fait. Et il y a aussi un décalage aujourd'hui, c'est que les femmes de 50 ans d'aujourd'hui sont plus vraiment les mêmes que les femmes de 50 ans d'il y a 30 ans ou 40 ans. Et avant, quand on avait 50 ans, on avait l'impression qu'on était un peu en fin de parcours. Merci, au revoir. On va vous laisser un petit peu sur le bas-côté de la route et puis on reviendra voir de temps en temps comment vous allez. Alors qu'aujourd'hui, il y a, avec toute cette mouvance autour de la ménopause, toutes ces femmes de 50 et plus qui sont absolument magnifiques, moi je me dis quand je vois ces femmes-là, c'est un joli exemple de se dire qu'on peut vieillir en beauté en fait. Ça veut pas dire ne pas vieillir, ça veut dire vieillir en beauté. J'ai vu l'autre jour, il y avait une photo de Demi Moore qui était... jamais on pourrait imaginer qu'elle a 62 ans, qui est ultra gaulée. Enfin voilà. Je dis pas que c'est forcément un modèle à poursuivre, qu'il faut s'identifier à ça. Mais effectivement, personne, je connais aucune femme qui va dire moi j'ai hâte d'être vieille, d'avoir des rides et tout. Ça s'appelle juste un peu de l'hypocrisie si on dit ça. Mais personne ne va dire ça. Après, voilà, tout le monde ne réagira pas de la même manière face à l'arrivée de ces rides ou de ce vieillissement. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est comme avec l'arrivée un peu de la péridurale. On a le choix, on peut y avoir recours ou pas. Et chacun fait comme il veut. Mais c'est une avancée, quoi qu'il en soit. Et vous faites quoi alors quand même les jours où vous disiez que vous n'étiez pas trop accroché à votre miroir, mais il y a des matins, on se regarde, on fait ah oui quand même. Ça vous arrive, j'imagine? Bien sûr que ça m'arrive tout le temps. Et vous faites quoi dans ces cas-là? Et dans ces cas-là, je me dis alors on va se faire un petit coup de micro-courant. Déjà, ça va un petit peu arranger tout ça. Et puis après, on va mettre un petit peu plus de rouge à lèvres. On va essayer de trouver une tenue dans laquelle on se sente bien et un peu jolie. Et on se dit que la nuit suivante, on va dormir un peu plus. Et puis voilà, il y a des jours. Mais quoi qu'on fasse, on se sent jamais au top 365 jours par an. Et c'est normal. Et je milite pour que les gens comprennent que ça soit normal. Et il y a des jours où je me dis, oh là là, j'ai les yeux gonflés, j'ai ceci, j'ai cela. Voilà, c'est comme ça. J'ai 50 ans, les gars, j'ai pas 22 ans. Donc il y a forcément des moments où ça se voit. C'est sûr. Et vous êtes inspirée, vous avez évoqué Demi Moore, mais par quel type de beauté, d'allure, de femme, Je sais pas si j'ai vraiment un modèle particulier. J'ai pas une personne où je me dis ça c'est mon goal. Je vois aujourd'hui comment évoluent aussi bien les personnalités que les femmes de mon entourage, parce que j'ai beaucoup de copines qui ont le même âge que moi et que je trouve magnifiques. Je peux citer Marine Vigne notamment, qui est passée derrière ce micro elle aussi. Mais on est toute une bande de filles, on a toutes à peu près la même tranche d'âge, et je trouve que c'est surtout des femmes qui sont hyper inspirantes. Au-delà du goal de se dire elles sont belles, elles ont une énergie, elles développent des choses, elles n'arrêtent pas, elles sont pleines de vie. Et c'est ça surtout, c'est d'être plein de vie qui compte. C'est ce qu'elle disait, Marie. Ouais. Et alors, j'ai envie de vous demander, vous avez envie de vieillir ou plutôt de ne pas vieillir, on revient un petit peu à la question précédente, comment ou comme qui?
Moi, j'ai envie surtout de vieillir en bonne santé, si c'est possible, parce que c'est quand même ça la clé du truc. Et j'ai surtout envie de garder le plus longtemps possible mon énergie. Et d'avoir tout le temps des projets, d'avoir envie de faire plein de choses, d'avoir 1000 idées à la seconde. J'ai pas du tout dans ma tête, j'ai pas du tout 50 ans. Mais j'ai des enfants qui ont 22 et 24 ans, donc qui nous rappellent quand même un petit peu qu'on n'a pas du tout le même âge. On le voit en les voyant. Mais je trouve je trouve que c'est une grande chance d'avoir 50 ans aujourd'hui. Peut-être plus, je me souviens, ma maman, quand elle a eu 50 ans, pour elle, c'était un coup de déprime. Alors que moi, c'était l'année dernière, il y a 1 an, mais alors c'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que j'ai pas ressenti le truc, je me sens hyper bien. Et j'adore cet âge, franchement, je me suis jamais sentie aussi bien. Donc ce que je voudrais, c'est que ça dure le plus longtemps possible, peut-être un peu égoïstement, mais être en bonne santé, avoir de l'énergie. J'ai la chance de pas trop avoir morflé pour l'instant au niveau de la silhouette. Je ne sais pas ce qui va m'arriver quand je serai ménopausée, tout peut arriver. Mais d'essayer de garder une allure qui change pas trop parce que je m'aime bien comme ça. Pour moi, c'est un équilibre entre une silhouette, entre un sourire, être souriante et aimer la vie. Merci beaucoup Karine d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre approche ludique et réaliste de la beauté. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.